de la semaine. Alors moi, mon top, c'est Hugo Humbert. On va pas parler beaucoup de tennis dans cette émission, donc je voulais en parler en top. Bien sûr. Voilà, Hugo Humbert qui a remporté le tournoi de Dubaï. Tournoi quand même ATP 500, donc c'est quand même la catégorie juste en dessous des 1000. Voilà, et il a quand même battu, il bat Bublik en finale, il bat surtout Hurkacz, il bat Medvedev en demi. Voilà, il prend sa revanche aussi il bat Andy Murray également, pardon. Donc voilà, donc je voulais le féliciter. Puis il est aujourd'hui dans le top 15, 14e joueur mondial, donc largement numéro 1 français. Donc ça fait plaisir voilà, d'avoir un joueur français qui performe à ce niveau-là. Et dernière petite stat, il en est à 6 finales et 6 victoires. Et Voilà. ça c'est Donc monstrueux. ça, c'est assez rare. Donc voilà. Donc dans la tête, là-dedans, ça va bien. C'est ça voilà. l'homme des gros matchs, parce que j'avais vu que contre le top 10, il n'a pas un bilan presque à l'équilibre ou à l'équilibre quasiment. Je connais pas exactement la stat, mais en tout cas, c'est vrai voilà, là, la preuve, hein, il bat Medvedev sur ce tournoi. Oui. En Chine, pendant un tournoi asiatique, il y a quelques mois, il avait battu, je sais plus qui l'avait battu, mais il avait aussi battu un joueur du top 10. Donc voilà, non, bravo Hugo Humbert, franchement, ça fait plaisir. Avant d'entamer les deux gros Masters 1000 à Indian Wells et Miami. Donc voilà, donc je voulais le mettre en top parce qu'il mérite et bravo Hugo. Exact. Et juste comme ça, voilà, je te relance la dernière petite question sur Hugo Humbert. Tu penses qu'il peut aller chercher le top 10 ou pas? Ce serait sympa. Ouais, franchement, oui. Il est 14e mondial, donc il n'y a pas non plus un écart abyssal. Il y a un mec comme Tsitsipas qui quand même perd pas mal de place. Il est, je crois, 11e mondial. Voilà, oui, il peut aller chercher le top 10 et ça va être intéressant surtout de voir ce qu'il va faire à Indian Wells et Miami, qui sont, comme j'ai dit, les deux prochains Masters 1000, où là, il a performé sur dur et là, il va pouvoir performer dans ces Masters 1000-là, où bah, là, il y aura le gratin, il y aura les Djokovic, il y a même Nadal qui revient à Indian Wells, il y aura bien sûr Medvedev qui va vouloir être revanchard, Rublev aussi, après son pétage de plomb et sa disqualification. Donc, ouais, pourquoi pas viser le top 10. En tout cas, ça doit être son objectif, je pense. Bah, je pense aussi. Et je disais ça, et c'est vrai que bon, là, parce que j'étais tombé sur la stat, là, je la retrouve plus, donc c'est pas grave. Mais c'était quand? C'était en octobre dernier à Pékin, il était à plus de 50% de victoire face au jour du top 10. Il était à Ouais, il a voilà, fait une grosse 50, tournée asiatique, en effet, ouais. voilà. Et là, c'est bien parce qu'il confirme, il continue. Il fait demi-finale à Doha la semaine dernière, où quart de finale, pardon, où il est battu par Gaël Monfils. Et là, il fait finale à Marseille aussi, je crois qu'il bat Hubert Hurkacz, où il passe pas loin, je dis pas de bêtises. Donc non, sur dur en tout cas, il est vraiment en grande forme. Ah, Donc voilà. exact. Donc bravo à Hugo Humbert. On passe à Nico. Nico, c'est quoi ton top de la semaine à toi? Alors, mon top, ce sont les Boston Celtics qui ont fait une démonstration hier contre les Golden State Warriors où ils ont gagné 140-88 sans Porzingis en plus, qui était blessé, je crois, au quadriceps. Et malgré cette absence, voilà, ils ont fait un gros match. Ils ont réussi notamment à éteindre complètement Stephen Curry, qui n'a vraiment pas fait une grosse performance, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Il y a 4 voilà, le points, je Boston. crois, hier, c'est ça? Ou quoi? Non, je dis, il finit à 4 points, c'est ça, je crois. Il finit à 4 points, c'est ça. Enfin, c'est famélique pour un joueur comme ça. Et on le voyait tout le match, le caméraman se focalisait un peu sur lui de temps en temps pour voir un petit peu la tête qu'il faisait parce que c'était vraiment un match vraiment très pauvre de sa part. Et Golden State a complètement déjoué. Et Boston confirme, hein, là ils sont à 11 victoires consécutives maintenant. Donc ils ont 9 victoires de plus que les Cleveland Cavaliers qu'ils vont affronter mardi prochain. Ils vont à Cleveland mardi. Donc voilà, on en discutait en off, Ruben. Donc Boston est à 48 victoires et 12 défaites. Donc c'est quand même un super bilan de leur part. Et en plus avec un calendrier très favorable à venir. Donc on voit mal comment ils pourraient ne pas terminer premier de la conférence Est. Donc voilà, c'est une confirmation que cette équipe est vraiment très forte, très solide.
Et je pense que hier soir, c'était un peu la confirmation de leur domination sur la conférence Est. Mhm. Et, il va falloir les suivre, je pense, pour les playoffs. Ça va vraiment être une équipe dure à battre. Mhm. Moi, j'en fais un de mes favoris. Et c'était vraiment spectaculaire hier, cette victoire. Donc voilà, moi, c'est vraiment mon top du week-end. Ouais. Juste pour rajouter quelques petits compléments, Boston, là, ils peuvent finir à une. Enfin, ouais, on en parlait exact en off. Ça peut finir à 60, même 65 victoires si c'est vraiment, vraiment sérieux. Ça commence à être. Enfin, c'est vraiment du lourd, quoi. C'est vraiment du lourd, Boston, cette saison. C'est impressionnant et c'est presque le titre ou rien. Autre dernier petit truc sur Boston, c'est devenu la première équipe, c'est pour ça qu'on parlait de record, c'est devenu la première équipe de l'histoire à gagner 3 matchs de saison régulière par au moins 50 points d'écart. Cette année, c'est raclé sur raclé sur raclé. Enfin bref, c'est imprenable en saison régulière. On verra ce qu'ils font en playoff et s'ils vont aller jusqu'en finale. On verra après bref, voilà comment ça se passe. Parce qu'on a hâte de voir pourquoi pas une série entre Boston et Miami, voilà, pour la revanche de l'année dernière. Et bref, on a hâte de voir ça. Et on va rester en NBA d'ailleurs, parce que moi, mon top de la semaine, c'est aussi en NBA, c'est LeBron James, parce que voilà, LeBron a passé la barre des 40 000 points. Bon, c'était attendu, plus ou moins. C'était déjà devenu le meilleur scoreur de l'histoire devant Malone, devant presque numéro 1, et là j'ai trop de mémoire, voilà, tu vois. Devant le numéro 1, l'ancien pivot des Lakers. Putain, oh là là, quelle honte. Mais c'est pas grave. Il a pas dépassé la barre du coup des 40 000 points, bref, ce qui est juste monstrueux. Il est devenu aussi le plus jeune joueur forcément à atteindre la barre des 40 000 points, vu que ça n'avait pas été fait. Et j'ai vu la stat, c'est le plus jeune joueur à atteindre la barre des 1000 points, des 2000 points, des 3000 points, et ainsi de suite. Bref, tous les 1000, en gros, plus jeune joueur de l'histoire à les atteindre de l'histoire, donc jusqu'aux 40 000. Enfin bref, c'est juste impressionnant. Et bon, bref, il doit ça beaucoup au fait d'être arrivé en NBA très jeune. Et voilà, je t'ai chambé sur cette vidéo. Voilà, un immense. Enfin bref, juste le feu d'artifice. Écoutez, je vais vous l'envoyer aussi. Donc voilà, hop. C'est la vidéo bref, c'est hypnotique comme vidéo. Sincèrement, c'est hypnotique. Et la vidéo, voilà, une vidéo comment dire, tous les paniers mis par LeBron James au cours de sa carrière. Enfin, bref, c'est juste monstrueux. Je la mets là à l'écran. Bref, au-delà de monstrueux, j'arrive pas à vous l'envoyer. Tenez, voilà. Bref. Voilà, dès que ça arrivera, dès que j'y arriverai, je le mettrai. Mais bref, juste pour vous dire que c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est réaliste, et même à encore 40 ans à être au top comme ça, à mettre 25 points par match, il faudra aller le chercher, et j'ai du mal à voir qui pourra aller le chercher, parce que la régularité. On a la chance de voir forcément sa fin de carrière entre guillemets, on a la chance de la voir, donc profitons-en bien. On va passer au flop de la semaine, et on commence par toi, Greg. Je te redonne la parole. Greg, c'est quoi ton flop de la semaine? Alors moi, par contre, il y a un petit, je sais pas ce que c'est, il y a un grésillement, c'est vrai. Moi, j'ai encore. Je sais pas si Nicolas aussi. Moi, ça va. Une espèce de bruit d'aspirateur, enfin, je sais pas, c'est un peu long, non? Là, je l'ai enlevé, c'est chez Nigo. Parce que là, tu l'as encore ou pas? Attends, juste, tu l'as encore, Non, c'est Greg? bon. Ouais, parce que tu vois, je l'ai mute, et du coup, on l'a Ok. plus. Non, là, c'est bon, je l'ai plus. Donc, je sais pas, je pense que c'est vrai, ça vient de chez Nico, mais je sais C'est pas. chez Nico, ça C'est pour ça qu'il faut couper le micro, c'est pour ça, sauf quand on parle. Ok. Ouais, c'est chez Nico. Ok. Alors, donc, mon flop, donc revenons à nos moutons. Mon flop, c'est donc Chelsea. Ok. Chelsea qui, on le sait, est un immense club en Angleterre, très très grand club sur la scène européenne. Et Chelsea qui, en fait, malheureusement, est en train tout simplement de passer dans l'anonymat le plus complet, un peu à l'image de United. Ce week-end, ils ont fait encore 2-2 contre Brentford. Alors voilà, hein, on ne parle pas d'un club qui va descendre, qui est en train de couler financièrement ou quoi. Non, non, ils ont beaucoup d'investisseurs. Tout ça, ils sont 11e du championnat, mais c'est incroyable de voir Chelsea qui
qui ne va pas, puisqu'ils ont 14 points de l'Europe, donc ça me paraît fou qu'ils puissent revenir. Mais c'est incroyable de voir Chelsea qui ne va pas disputer de Coupe d'Europe pour la deuxième fois consécutive, deuxième année consécutive. Voilà, Chelsea, donc, on le rappelle, qui a été racheté par Blueco, qui est une société américaine qui détient notamment le RC Strasbourg, où là aussi il y a des soucis. Voilà, donc c'est incroyable de voir ça et c'est triste parce que, à l'image de United, c'est un club mythique qui est en train petit à petit, comme je le dis, d'être dans l'anonymat, c'est-à-dire qu'ils vont gagner un match, on va dire c'est bien, C'est belle normal. performance. En fait, Ouais, belle ça performance. devient, ouais, ils ont mis autant, ils ont mis tellement que ça devient presque normal, quoi, en gros. Alors, du coup, Ouais, non, mais avant, ils gagnaient un match, on en parlait pendant quelques temps, quoi. Alors, voilà, maintenant, ils gagnent un match, on se dit, bon, c'est bien. Ils perdent un match, oh, un de plus, un nul, oh, tiens, ils ont arraché le nul. Et ça, c'est quand même incroyable de dire ça d'un tel club. Pochettino, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu pas mal d'insultes qui sont sorties des tribunes contre Pochettino et Ted Boehly aussi, le propriétaire, l'américain. De la part des fans de Chelsea. Donc voilà, c'était mon flop parce que Chelsea, le bilan, rapidement, j'ai vu, donc 11e du championnat en 26 journées disputées, 10 victoires, 10 défaites, 6 nuls. Voilà. Et Chelsea à 10 défaites, c'est quand même assez incroyable. Voilà. Donc c'était mon flop de voir, c'est triste de voir ce club régresser petit à petit. Voilà, parce qu'il y a aussi des très mauvaises stratégies, on en a déjà parlé, hein, mais notamment un mercato qui a ni queue ni tête, avec que des noms, enfin que de l'argent dépensé n'importe comment. Voilà, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est triste de voir un tel club aussi mal, quoi. bien sûr. Bien sûr, club historique qui est en perdition, c'est vrai qu'il y en a un, ouais. Qui a remporté la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça, en plus. Ah mais non, avec Tourelle et tout, la fameuse Ligue des Champions avec Tourelle et Thiago Silva, oui, même c'est clair, mais même avant ça, enfin bref, immense club, forcément, mais c'est vrai que ça fait mal de les voir comme ça, mais en même temps, on va pas dire ils ont tendu le bâton, mais pas loin. C'est vrai que Nico, je m'en souviens, on en parlait beaucoup. Tu te rappelles quand on faisait le mercato là cet été et qu'on voyait un Nelly arriver et qu'on se disait, oh tiens, encore un Nelly qui va se perdre à Chelsea. Enfin bref, c'était à chaque fois comme ça et c'était. Ouais, on comprenait pas, quoi. Mais du coup, en parlant de toi, Nico, écoute, je vais te laisser la parole pour ton flop de la semaine. C'est quoi ton flop à toi? Mon flop, désolé Greg, ça va être Lyon parce que je m'attendais à mieux hier contre Lens. Alors, c'est aussi dû à la belle performance lensoise, faut dire. Hein, je pense que Francaise a parfaitement su contrecarrer l'OL. Et je pensais voir Lyon vraiment faire une grosse série, remonter au classement, enfin, ce qu'ils ont fait déjà. Mais j'attendais de voir ce que ce Lyon valait face à un gros adversaire. Et je pense qu'on a vu un petit peu certaines limites. Alors, à voir si peut-être que quand ils réaffronteront un gros, est-ce que ça ira mieux? Est-ce qu'ils arriveront à tirer les enseignements de cette défaite? À voir. Alors, c'est un match qui aurait pu aussi basculer parce que c'était. Je trouve que le score 3-0 est quand même peut-être. Enfin, Lens a maîtrisé son sujet, mais de là à gagner 3-0, je pense que c'est peut-être légèrement sévère pour Lyon parce qu'ils n'ont pas forcément déjoué ni démérité. Mais je pense surtout que c'est l'organisation lensoise qui a fait que. Et j'ai trouvé Lens plus mature en fait. Je ne sais pas ce que tu en penseras, Greg, mais j'ai trouvé les Lensois beaucoup plus matures tactiquement et techniquement. Je les ai trouvés beaucoup plus justes et surtout tactiquement plus matures. C'est ce qui m'a frappé dans ce match. Et je trouve qu'à des moments clés, ils ont su faire la différence. Je pense notamment au penalty de Wai, c'est-à-dire que si Wai ne met pas le péno, il y a toujours un 0. Mais le fait que Wai mette le deuxième but à un moment clé du match, je crois que c'est à l'heure de jeu, fait que derrière, Lyon a eu moins de velléité. Je pense que Lyon a un peu plongé à ce moment-là, et puis Lens a mis le troisième but. Et donc je pense que c'est un match qui a été surtout au niveau circonstanciel favorable aux Lensois, mais aussi, je pense que c'est aussi dû, encore une fois, à la qualité tactique de Francaise, qui a su mettre les bons hommes et le bon dispositif pour faire déjouer cette équipe lyonnaise. Voilà, et puis c'est là où moi je me pose la question de savoir est-ce qu'on a vu certaines limites
dans l'effectif lyonnais, et en particulier le fait qu'un seul être vous manque et tout est dépeuplé, c'est Alexandre Lacazette. C'est-à-dire qu'on voit que Lacazette absent, on voit que moi j'aime bien Guy Orban, mais visiblement c'est un petit peu juste pour compenser l'absence de Lacazette. Et je pense que ça a vraiment déstabilisé le collectif de Lyon. Alors que Lens, au contraire, et c'est aussi une partie de mon flop, c'est de voir qu'une équipe comme Lens qui gagne à Lyon avec une telle maturité tactique, comme j'ai dit, ça me déçoit de Lens de voir qu'ils n'ont pas réussi à faire ça contre Fribourg. Parce que pour moi, ils avaient largement de quoi éliminer cette équipe allemande de Fribourg, bien qu'elle ait fait match nul contre le Bayern, mais bon, un Bayern malade. Je ne pense pas que Fribourg fasse partie des cas d'or allemands, et Lens a failli lors de la double confrontation. Et j'aurais aimé voir cette maturité tactique en Coupe d'Europe, parce que je pense qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin que ça en Coupe d'Europe. Et donc moi, c'est vraiment ça, cette maturité tactique que j'ai aimé pour Lens. Et au contraire, les failles de Lyon qui en font mon flop ce week-end. Okay. Non, tu parlais de l'absence de Lacazette, entre guillemets. J'avais vu la stat et je pense que j'avais envie de te faire réagir, Greg. C'est le joueur en France qui a le plus de pourcentage, qui a le pourcentage le plus élevé dans les buts, dans l'implication des buts de son équipe devant Kylian Mbappé. Il a, je crois, 51% de pourcentage. Je vais retrouver rapidement la stat avant de, pas dire de bêtises. Mais ça confirme pas mal de choses. Tu trouves pas, Greg? Ouais. Si. J'avais pas compris que vous vouliez me donner la parole. Non, moi, je suis pas forcément d'accord avec Nico, parce que flop, je suis pas d'accord. Je veux dire, OK, à 3-0. Mais déjà, Lyon n'est pas, cette année, déjà une grande équipe. On le sait très bien, il y a des manques. Faut pas oublier que cette équipe-là, Nico disait, oui, j'ai l'impression que Lens a eu plus d'expérience, mais ils ont plus d'expérience. La Ligue des Champions les a aidés. Même Fribourg, je pense que ça les a vraiment aidés à gérer un résultat. Voilà, même si je suis d'accord, ils auraient dû se qualifier, mais bon, on ne refera pas le football, c'est comme ça. Et puis Lacazette, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, mais quel être? Lacazette, c'est 12 buts en 25 matchs. Donc c'est compliqué. Voilà, c'est pas comme s'il nous manquait Maitland-Nice. Je fais le parallèle avec lui parce qu'il a pris un rouge. Vous verrez qu'il ne sera pas là à Lorient. C'est dommage, mais c'est pas grave, quoi. Voilà, Lacazette, c'est quelqu'un différent. C'est le capitaine aussi. C'est celui qui met l'ambiance dans le vestiaire. Enfin, pas l'ambiance dans le vestiaire, mais c'est celui qui je pense, est un peu le relais entre l'entraîneur et les joueurs. Donc, c'était vraiment la personne qu'il fallait pas, enfin, le joueur qu'il fallait pas manquer. Et puis, en face, c'était plus fort. Voilà, on manque de réussite avec une belle action et une belle frappe de Mangala. Mais pour le reste, c'est compliqué. Et puis, sur les deux buts, le premier, moi, Cacré, je le trouve très bon, hein, mais hier, j'ai trouvé vraiment mauvais. Voilà, j'ai entendu des gens qui ont dit qu'il a fait un bon match. Je ne suis pas du tout d'accord. Sur le premier but, pour moi, il se fait. Alors, c'est pas lui le fautif forcément, mais sur le premier but, pour moi, il se fait quand même très facilement passer par David Pereira da Costa, qui fait son centre. Et puis sur le deuxième, c'est lui qui perd le ballon. Et derrière, il défend comme il peut, mais c'est lui qui fait la main. Voilà. Donc, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Puis, c'est une équipe qui lance, voilà, comme a dit Nico, ils ont l'expérience, tout ça. La Ligue des Champions les a aidés. Ils n'ont plus rien à jouer à part la Ligue 1. Donc, maintenant, ils sont focus dessus. Voilà. Et puis, ils avaient peut-être aussi le droit et peut-être l'envie, je pense, de donner autre chose à leurs supporters, voilà, qui étaient mis hier au Groupama Stadium. Donc, c'est pour ça que je ne mettrai pas en flop l'OL, parce que la série, c'est une grosse série. 6 matchs sans défaite, c'est une grosse série. Fallait qu'elle s'arrête, voilà. Et quand on décortique, on va dire, cette série, entre guillemets, c'est une série, et tout le monde l'a dit, hein, c'est pas une question d'être sévère ou quoi, mais tout le monde l'a dit, c'est une série heureuse. C'est quand un OM qui met pas un pied devant l'autre, et c'est juste avant de virer Gattuso, un Nice qui a un taux de réussite, enfin très très peu de réussite, et qui, on va être honnête, hein, on l'a vu, mérite 2 pénaltys, et on voit que Nice en plus en ce moment n'est plus un pied devant l'autre non plus. Le LOSC en Coupe de France, c'était bien, mais bon, ça s'est joué à rien du tout. Strasbourg, il y a eu 0-0, on a dominé le match, mais on ne fait pas non plus un match immense.
mais ça se joue au tir au but et là, notre gardien fait les bons arrêts. Montpellier, c'est comme une équipe en difficulté. La preuve, Marseille, on leur en a mis 4. Et Metz aussi, même s'ils ont gagné hier, ils sont aussi en difficulté. Donc là, malheureusement, on est tombé sur une équipe en forme qui joue l'Europe. Et on a vu, les limites de notre effectif, avec notamment Matic qui est très bon en conservation du ballon, en passe. Mais quand il est un peu plus pressé, comme on l'a vu un peu, ce fut le cas à Rennes, et ben, il a du mal. Voilà, Cacré aussi, qu'il ne faut pas non plus, parce que Maxence, on a encensé tout ça, mais il ne faut pas non plus que, voilà, il est trop le melon, on va dire, même si je ne pense pas qu'il est comme ça, mais on ne sait jamais. Orban, bon, bah, c'est bien, il vient du championnat belge, mais bon, on voit quand même qu'il y a quand même une sacrée différence entre la Jupiter Pro League et la Ligue 1. En plus, Orban, bon, bah, il est jeune, il arrive, il ne parle pas français, il a besoin d'un temps d'adaptation, c'est normal. Et voilà, tout simplement. Benrahma a fait des choses intéressantes. Nouama est encore jeune et il manque de finition et d'autres choses. Mais là aussi, c'est un pari. Donc voilà, c'est pour ça. Donc le mettre en flop, je trouve ça un peu dur. Maintenant, la série s'arrête. Bon, il faudra la reprendre à Lorient. C'est ça. Je précise, quand je dis j'ai mis en flop, c'est parce que aujourd'hui, cette OL-là, je m'attends à plus. Ouais, mais Lens a vraiment fait un gros match. Vraiment. Non, mais après. Défensivement, Lens a été très fort. D'ailleurs, Samba a eu 7 sur 10 en notes, c'est pas pour rien. Et puis même, les 3 défenseurs, il faut avouer que c'est quand même du costaud pour la Ligue 1, quoi. Oui, mais bon, tu dis Lens en forme, mais qui sort quand même. Pour moi, c'est une grosse désillusion. L'élimination contre Fribourg, on est presque à la limite d'une faute professionnelle pour moi. Je suis très sévère avec Lens, mais je trouve que quand on bat Arsenal en Ligue des Champions et qu'après on c'est clair qu'ils auraient pu mieux faire. Ils auraient pu mieux faire. Hein. Pour moi, c'est pas possible surtout quand on mène 2-0 en Allemagne et qu'on se fait reprendre. C'est plus ça. C'est pas possible. Oui, c'est ça. Maintenant, je trouve que Lyon, donc ils étaient, je crois, à 6 victoires d'affilée. 6 matchs en défaite, ouais. Des équipes peut-être moins en forme, mais il fallait quand même les faire. Et c'est vrai que je trouve que c'est peut-être l'ampleur du score qui fait que on s'attend peut-être à ce que y ait match nul ou un match peut-être plus serré au niveau du score. Mais encore une fois, j'ai dit que c'était circonstanciel parce que c'est vrai que tu as raison de le souligner, Greg, la frappe sur le poteau de Mangala fait que ça peut être un autre match aussi. Mais à la fin, c'est là où, pour moi, c'est un premier couac pour le Lyon 2.0 parce que pour moi, la qualité de ce recrutement, parce que je pense quand même que c'est un recrutement qualitatif autant que quantitatif. Après, on verra, l'avenir nous le dira, si réellement la qualité se confirme. Oui, c'est beaucoup de paris. On attend ce genre d'équipe qui, à la base, devait intégrer le top 6 en début de saison. Ils ont pris du retard. Et pour moi, ce n'est pas une équipe qui jouera le maintien. C'est une équipe qui aujourd'hui est au milieu de tableau. Mais on va rester milieu de tableau, je pense. Et pour moi, ce qui était un gros test a failli ce gros test. Voilà. Mais j'attends de les voir contre d'autres grosses équipes, et notamment en Coupe de France, parce que ce soit, on verra ce que fait Paris, mais de toute façon, au tirage, je crois qu'ils ont pris Valenciennes, il me semble. Lyon. Oui, c'est ça. Bon, ça reste un gros match parce que c'est une demi-finale de coupe, mais de toute façon, que ce soit la demi qui vont passer et la finale de la coupe, ça va être vraiment révélateur de voir ce que cette équipe a dans le ventre. Et je pense que contre Lens, c'était un gros match, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'ils auraient pu mieux faire que ça, surtout à domicile. Et c'est pour ça que je les ai mis en flop. Mais après, il y a quand même des signes encourageants, entre guillemets, des faits encourageantes. Il y a quand même des choses qui sont positives. Mais je les ai mis en flop parce que je m'attendais quand même à mieux que ça. J'aurais pu mettre Rennes qui a perdu contre Lorient, mais pour moi, je me disais Lyon, c'était un test contre Lens et ils n'ont pas passé. Ok. En tout cas, Lyon, c'est vrai que tu parlais de série, mais là, la série, elle est encore plus longue. Là, j'ai checké rapidement. C'est 11 victoires sur les 14 derniers matchs. C'est pas mal du tout, hein, pour une équipe qui ne mettait pas un pied dans l'autre. Il y a encore quelques mois où il y a eu tout un... Bref, encore une fois, et on se rappelle pas forcément
Enfin voilà, mais il y a quelques mois, c'est vrai qu'il y avait encore, enfin c'était Grosso, il y avait tout un truc autour de ça et tout. Enfin, et là, en fait, ça va beaucoup mieux. Ça va vraiment, vraiment, vraiment mieux. Et, on va en parler d'ailleurs de notre équipe tout à l'heure qui va aussi mieux depuis qu'elle a changé d'entraîneur. Mais avant ça, j'avais juste envie rapidement voilà, de parler de mon flop à moi. C'était ce week-end, la reprise de la Formule 1, c'était ce week-end. Et voilà, j'avais envie de mettre en flop Alpine. Et voilà, le début de saison de Alpine depuis même les tests de pré-saison, etc. Enfin bref, pour une équipe il y a 2 ans, voulait s'approcher donc du top 3-4. Voilà, être la dernière force du plateau actuellement, ça fait mal. Ça fait sincèrement mal. Voilà. Pierre et Esteban, ce week-end, c'était en qualif, donc ils ont fait 20e et 19e, enfin 19e, 20e. Et en course, donc c'est 17 et 18e. C'est pas dingue, quoi. C'est pas à la hauteur. Et on le rappelle juste, les deux sont en fin de contrat cette année. Que ce soit, enfin bref, les deux pilotes sont en fin de contrat cette année et il faudra montrer des trucs vraiment intéressants pour convaincre. Parce qu'en vrai, actuellement, c'est vrai que les baquets de F1, bah, ça coûte cher et oui, du coup, il y a une place libre chez Mercedes, mais bref, on verra, enfin pour l'année prochaine. Mais bon, on verra à qui elle ira et il faudra montrer mieux sur les prochains Grands Prix et le développement sera crucial. Quoi qu'il arrive, le développement sera crucial pour eux cette année. Après, encore une fois, il y a des équipes qui nous montrent tout et rien en l'espace d'une saison, comme ça a été le cas de McLaren par exemple l'année dernière. Mais structurellement, Alpine, là, ça va pas non plus très très bien. Je crois qu'il y a encore je sais plus, je crois que c'est le directeur de l'aéro qui a démissionné. Il y en a, enfin bref, il y a deux, ou le directeur, enfin bref. Il y a deux personnes très importantes qui ont démissionné là ce week-end ou ouais, dans les derniers jours. Et bref, c'est compliqué. Alpine, c'est compliqué. Donc bref, pour un avenir en F1 encore assuré, il faudra montrer mieux. Puis même, de fin de contrat, il faut rappeler quand même aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qu'il y a beaucoup de pilotes, la majorité des pilotes en fait, qui sont en fin de contrat dans leurs écuries. C'est-à-dire cette année, c'est vraiment une année charnière puisque la plupart des pilotes voudront probablement se montrer encore plus parce que en fait, la plupart sont en fin de contrat dans leurs écuries et qu'il va y avoir un gros turnover, un gros mercato de F1 à la fin de cette année et que ça va être intéressant de voir justement comment vont s'organiser les différentes écuries avec le recrutement de différents pilotes qui vont changer d'écurie les uns après les autres. Et ça va être vraiment intéressant à voir. Souvent, on a parlé de cette saison comme une saison de transition, justement à cause de ça, du fait que le mercato de F1 va vraiment être très animé d'ici la fin de cette saison qui vient de commencer. Même en fait, dès la mi-saison, je pense qu'il y aura mi-saison, je veux dire, pas mal de mouvements, je pense, à ce moment-là. Et ouais, non, mais tu fais bien de souligner le fait qu'il y en ait plusieurs, parce que c'est vrai que j'aurais pu mentionner Sainz, parce que honnêtement, heureusement qu'il était là pour que la sieste soit un peu interrompue pendant le Grand Prix en entier. Heureusement qu'il était là. Et Sainz est en fin de contrat. Enfin, il ne sera pas chez Ferrari, tout simplement, l'année prochaine, puisque Hamilton arrive. Donc voilà, il y aura forcément une équipe, je pense, qui sautera dessus, mais à voir qui c'est. Et je pense que ça dépendra aussi beaucoup de ses performances cette année. Donc voilà, il y en a pas mal qui veulent se montrer. Et c'est pour ça que j'avais envie de mettre, du coup, ce petit, entre guillemets, sous pression sur Gasly et Ocon, parce que c'est vrai que c'est pas fameux là, ce début de saison avec Alpine. Il faut absolument se relancer. Bref.